C'est un établissement que vous connaissez bien, puisque vous avez été, faut-il le rappeler, un des administrateurs, donc, et que vous avez siégé au conseil d'administration. Donc vous connaissez toute la richesse, toute la diversité de cet établissement, avec des personnalités très fortes, qui en font évidemment tout l'attrait, tout l'intérêt. C'est bien sûr ce qui m'a conduit à venir diriger cet établissement, tout à fait remarquable. Je me sens de plus en plus à l'aise, à plus forte raison. Si l'élu que vous êtes me prête main forte en étant présent pour nous parler finalement des projets donc, de Montpellier et au-delà de Montpellier, donc de la métropole. Lorsque j'ai dispensé les fonctions d'adjoint à l'urbanisme pendant 7 ans dans la ville de Montpellier, grâce aux enseignants de l'école d'architecture de Montpellier, grâce au Conseil de l'Ordre national des architectes, j'ai pu apprendre un peu de ce qu'était l'urbanisme et l'architecture. Dans les villes anciennes, il y avait des architectes qui réglaient le travail des ouvriers, des maçons, des spécialistes dans la construction. Et il y avait des gestionnaires qui assuraient le financement des œuvres, des bâtiments. Et puis, il y avait des artistes. Il y avait des artistes qui concevaient la ville. Aujourd'hui, l'architecte, on lui demande de faire les trois. On lui demande d'être un technicien hors pair. On lui demande d'être un gestionnaire dans le temps et pour les financements. Et en plus, on lui demande une qualité architecturale de très haut niveau. Et quelquefois, on lui demande d'être aussi artiste. La profession a beaucoup évolué. Moi, je pense que une ville, ça se construit avec les architectes, ça se construit avec les entreprises, ça se construit avec les pouvoirs publics, ça se construit avec les artistes, et puis ça se construit avec les citoyens. Aujourd'hui, la ville, c'est avant tout le lieu qui est bâti par les hommes, pour des hommes. En tout cas, c'est comme ça que moi je la vois. Dans ce cadre-là, pendant 7 ans, et aujourd'hui, Stéphanie Janin, première adjointe, assure les fonctions d'adjointe à l'urbanisme à la ville et est vice-présidente de la métropole, liée à l'aménagement durable du territoire. Mais j'ai aussi Mylène Chardès, qui est architecte et urbaniste dans l'équipe. Et j'ai aussi Abdi El Kamdoussi, qui est monteur d'opération architecte. Il y a 3 architectes dans notre équipe. Il y a aussi 3 médecins. Il y a aussi 3 commerçants. Il y a aussi 3 chefs d'entreprise. Il y a aussi 3 enseignants, etc. On peut décliner jusqu'au bout. On a voulu construire, et j'ai voulu construire une équipe, mais avant tout, liée à l'architecture. Et ça, c'est grâce à vous. Grâce aux enseignants, parce qu'ils m'ont donné le goût de l'urbanité, plus que de l'urbanisme. Même si j'aime beaucoup l'urbanisme. Mais pour moi, l'urbanisme porte des lettres d'or que s'il est capable de répondre à l'urbanité, c'est-à-dire aux usages, aux fonctions de la ville. S'il répond à la fonction sociale d'une ville, et s'il répond à une fonction durable. Avoir les services à un quart d'heure de sa porte, c'est quelque part proposer une équité dans les usages. C'est à cela qu'il faut tendre. Même si les villes sont
prises dans des histoires, si elles ont un bâti médiéval, même si elles sont contraintes par des zones particulières, des zones Natura 2000, des contextes zonés particuliers. Il convient d'avoir toujours à l'esprit que la ville, elle est faite pour des hommes. Elle n'est pas faite pour se faire plaisir sur une planche à dessin. C'est du pragmatisme. Il faut être pragmatique. Et donc, il faut être un peu maçon, il faut être un peu concepteur, il faut être un peu financier, et il faut être un peu artiste. Lorsque les Montpelliérains ont décidé de me porter aux fonctions de maire de Montpellier, après un combat épique, où en 1 an, nous sommes passés de 5% jusqu'à la victoire, hasta la victoria, eh bien, tout de suite, j'ai pensé qu'il était bon de rediscuter un peu le fonctionnement des institutions. Je n'avais pas au départ l'intention d'être président de l'agglomération. Mais le caractère d'ouverture de la liste de gauche que j'ai présentée, qui est une liste d'hiver gauche, citoyenne, écologiste, a rassuré un nombre important de maires sur les 31 communes qui ont préféré travailler avec moi qu'avec d'autres. Ainsi, ils m'ont élu président de l'agglomération à l'unanimité des 31 communes. Une fois président d'agglomération, est arrivée sur le tapis de la politique nationale la réforme territoriale. C'est là que j'ai eu la chance. Parce que la réforme territoriale correspond dans son timing à mon évolution personnelle sur le plan politique. Les planètes sont bien alignées. La réforme territoriale qui proposait la création des grandes régions, et sur ces grandes régions, 2 grands ensembles, Toulouse à l'ouest et Montpellier à l'est. Le gros problème, c'est que Montpellier avait été sorti de la loi sur le passage obligatoire, enfin le passage que proposait la loi en métropole au 1er janvier 2015. Montpellier n'a pas fait partie des métropoles que la loi a initialisées. Elle en a été exclue pour des raisons internes, pour des votes de parlementaires, je vais le résumer de façon humoristique, qui au moment du vote sont allés faire pipi. Vous avez raison de ne pas rire parce que c'est pas rigolo du tout. Parce que ce vote-là, il a eu des conséquences que je vais vous indiquer maintenant. Il a donc fallu se mettre à l'œuvre pour construire la métropole. J'avais la chance d'avoir été élu à l'unanimité des 31 maires, d'être à la tête d'une liste citoyenne dans laquelle il y a des divers gauches, des écologistes, des centristes, mais aussi quelques hommes et femmes de droite, mais tous républicains. Et ça a été très utile pour aborder le discours avec les communes, les 30 communes autres que Montpellier, les conseils municipaux, et puis également les populations lorsque les maires m'en ont donné la possibilité. Tout de suite après les élections municipales, j'ai enclenché sur 50 réunions en 4 mois. Et j'ai fait voter la métropole, 26 voix pour, 5 contre. J'ai dit aux maires, vous êtes libres, vous votez pour, vous votez contre, vous faites comme bon vous semble, parce que certains maires avaient fait leur campagne municipale sur l'opposition à la métropole, à la grande ville qui voulait manger la campagne. Je leur ai dit, vous êtes libres, vous faites comme vous voulez. Et le résultat, 26 contre 5.
mais nous avions mis en place un système démocratique amélioré. Montpellier est la seule métropole en France construite démocratiquement. Les autres ont été construites du fait de la loi. Il y en a une autre, Brest. Mais Brest, ils avaient passé un accord avant les élections municipales. Le jour où nous avons fait passer la délibération du passage en métropole, la délibération de principe, j'ai adjoint à cette délibération un document, un règlement particulier qu'on a appelé le pacte de confiance des maires. Ce pacte de confiance des maires était là pour rééquilibrer le pouvoir des maires dans le cadre de la réforme territoriale. Vous savez que lorsque les communes entrent dans une métropole, elles perdent l'urbanisme et l'aménagement de l'espace public, qui est décidé par la métropole et plus par le maire de la commune. J'ai donc rééquilibré les choses en faisant voter un règlement qui donnait au maire la primauté de la décision. Règlement qui n'a pas de valeur juridique, qui n'a qu'une valeur de gentleman agreement, de règlement que nous avons tous voté ensemble, et qui n'a de valeur que dans la durée du mandat. Mais ils ont accepté cela. Et la métropole de Montpellier s'est constituée. En même temps que je construisais la métropole de Montpellier, je m'attaquais à ce que j'appelle le pôle métropolitain. Le pôle métropolitain, ce n'est pas une nouvelle couche du millefeuille territorial. C'est une instance de concertation. C'est un parlement de territoire. On met autour de la table 30 présidents ou 40 présidents d'agglomération qui, sur la base du partenariat, de la contractualisation, acceptent de travailler ensemble. Le président de la communauté d'agglomération du Vigan, il ne connaissait pas le président de la communauté d'agglomération de Bédarieux. Et tout comme ça. Quand il y en a 30 autour de la table, c'est plus facile. Ce parlement de territoire, qui n'est pas une instance connue dans la République, est donc un lieu de discussion. Parce que je considère que nous sommes plus forts à 30 présidents d'agglomération que tout seul, même si le tout seul, c'est le président de la métropole de Montpellier. On est plus fort à 30 qu'à 1. Surtout que les présidents d'agglomération représentent chacun en moyenne 30 maires. 30 agglomérations multipliées par 30 maires, ça fait 900 maires. Quand il y a 900 maires qui signent la même pétition, le même engagement, ça a plus de poids que s'il n'y en a qu'un seul, fût-il le maire de Montpellier. Ce pôle métropolitain, aujourd'hui, est encore en cours de discussion et de construction. Ce pôle métropolitain, il rassemble entre 30 et 40 agglomérations ou communautés de communes qui s'étagent de l'Aveyron, Lozère, Gard, Hérault, Aude, Pyrénées-Orientales. 6 départements dans lesquels les agglomérations disent on peut travailler ensemble. Et je rassemblerai pour la première fois les présidents bientôt, d'ici un mois à peu près, et nous signerons ensemble une charte de fonctionnement du pôle métropolitain qui n'est qu'une instance consultative, qu'une instance de concertation. Il y a d'autres instances de concertation de ce type dans le monde. D'abord, le pôle métropolitain est une création de la loi Sarkozy, c'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est que là, dans le cas précis, il rassemble entre 30 et 40 agglomérations. Et surtout sur 6 départements. Ça veut dire que progressivement, il occupe, tel un Bernard l'ermite dans une coquille vide, la région Languedoc-Roussillon.
Ce qui fait dire à certains que je me propulserai possiblement à la tête de la région. C'est des mauvaises langues, il ne faut pas les écouter. On verra ça dans plusieurs semaines. Step by step. Chaque chose en son temps. Il existe d'autres instances que celle-là. Notamment une organisation qui est une conférence des maires des grandes villes du globe, qui a été créée le 4 juillet 2014 à Philadelphie et qui s'appelle Interdépendance. Cette association rassemble des villes comme New York, Philadelphie, Londres, Amsterdam, Rome, Palerme, avec qui je suis en train de nouer des relations d'amitié extrêmement fécondes. Dans le cadre de la réforme territoriale, il fallait donc que l'agglomération devienne métropole parce que seules les métropoles peuvent avoir, dans le cadre de cette réforme, et recevoir les compétences déléguées des départements, des régions et de l'État. Si nous étions restés au statut d'agglomération, nous n'aurions pas eu les mêmes armes que Toulouse. Nous ne pouvions pas nous battre. Quand je dis nous battre, c'est espérer avoir les administrations, les sièges sociaux des entreprises, être compétitifs. Le fait d'être aujourd'hui métropole propose sur un grand territoire régional qui représente 13 départements, 2 grandes métropoles, Toulouse à l'ouest et Montpellier à l'est. C'est chose faite. Et dans le cadre de la réforme territoriale toujours, je suis en train de construire une instance, un pont, si vous voulez, entre Toulouse et Montpellier. Parce que je pense qu'on n'a rien à gagner à se faire la guerre. Et qu'il est plus facile de travailler avec Toulouse que contre Toulouse. Il se trouve que le maire de Toulouse n'est pas de ma couleur politique. Il est UMP. Mais dans la mesure où je ne m'attache qu'aux hommes et au territoire, je ne regarde pas le dossard des maires des villes, des présidents de l'agglo, je regarde que les citoyens qui ont élu de façon légitime les maires. Avec Jean-Luc Boudinck, nous avons la même prise sur le territoire. Même si nous n'avons peut-être pas les mêmes politiques internes. Mais nous sommes capables de nous parler. Et puis, vous savez, un TGV, est-ce vraiment de gauche ou de droite? Une école, est-ce de gauche ou de droite? On peut se poser la question. En tout état de cause, nous avons désigné chacun un responsable. Lui a désigné un monsieur Montpellier, et moi j'ai désigné un monsieur Toulouse, qui sont tous les deux des profs d'université, qui sont capables de travailler ensemble à des meilleures corrélations entre les deux grandes métropoles. Donc un pôle métropolitain et un pont avec Toulouse. Toulouse, c'est une grande ville puissante, industriellement puissante, universitairement puissante, médicalement puissante. Nous sommes puissants aussi, mais un peu moins. Mais nous apportons les rivages de la Méditerranée. Nous apportons l'espace méditerranéen. C'est pour cela qu'il y a 2 grands terrains de jeu dans les années à venir pour la ville de Montpellier et sa métropole. La grande région que vient de décider la réforme territoriale, qui n'est en fait que l'ancien et médiéval comté de Toulouse, dans lequel ont été retirés le Velay et le Vivarais au nord, et dans lequel a été rajouté le pays catalan. Premier terrain de jeu que donne la réforme territoriale. Deuxième terrain de jeu auquel je suis particulièrement attaché, c'est la Méditerranée.
J'ai donc repris toutes les relations avec les villes de la Méditerranée, Barcelone, Tlemcen, l'Algérie, Fès, au Maroc, Tibériade, en Israël, Bethléem, en Palestine, Kos, en Grèce, et prochainement Palerme, en Italie. Il se trouve que le maire de Palerme, Leo Luca Orlando, s'est fait lire comme moi, sans étiquette politique. C'est le maire anti-mafia, vous savez, vous avez peut-être vu ça dans les reportages. Et c'est lui qui a été à la base de la création de l'interdépendance, dont je parlais tout à l'heure. Et il m'a proposé d'entrer dans le club des maires des grandes villes du monde. Nous sommes en discussion pour faire une conférence dans laquelle les maires se retrouvent autour de la table et discutent. Ça, c'est l'international, le pont avec Toulouse, et sur le territoire, le pôle métropolitain. Tout cela a été construit sur 6 orientations politiques qui sont chacune des illustrations possibles du développement économique. Le premier axe, c'est la santé. Parce que la santé, c'est l'identité de Montpellier. C'est le CHRU. C'est la fac de médecine multiséculaire. C'est le réseau de l'hospitalisation privée. C'est la recherche. C'est la cancérologie. Le deuxième pilier, c'est le numérique. Parce que 70% des entreprises qui s'installent dans la métropole sont liées au numérique. Et c'est pour cela qu'en passant en métropole, nous avons pu avoir le label French Tech. Nous serions restés au stade de l'agglomération, l'État ne nous aurait pas labellisé. Et French Tech, c'est 200 millions d'euros et 15 millions pour la promotion de la marque. Ensuite, il faut réduire absolument la fracture numérique. Et pour cela, il faut une grande politique publique. Parce que tout le monde essaie, la région, le département, les villes, Orange, les opérateurs. Mais si on veut qu'il y ait une vraie équité du territoire, si on veut que le tissu rural ne se dissolve pas, si on veut ne pas désertifier les zones rurales, il faut que les entrepreneurs qui travaillent sur le net soient capables de vivre à Bédarieux aussi bien et aussi vite avec le très haut débit que dans le centre de Montpellier. Ça semble idiot ce que je dis, mais c'est la réalité. Le troisième pilier, c'est la mobilité. Parce que si on veut construire une grande région, il faut lui donner une épine dorsale ferroviaire à grande vitesse pour mettre Toulouse et Montpellier à 1h15. Sinon, il faut 2h30 en bagnole. Et cela, ça se conquiert. C'est un combat avec l'État, avec les ministères, avec l'Europe. La ligne Montpellier-Perpignan, Perpignan-Espagne, et puis la ligne Narbonne-Toulouse. Combat que je mène de front avec le maire de Toulouse et les maires des villes du Sud. Nîmes, Toulouse, Montpellier, Sète, Béziers, Narbonne, Perpignan, Tarragone, Figueras, Gérone, Barcelone et Valence. Et nous recevrons le congrès des villes à grande vitesse du sud de l'Europe, à Montpellier, au mois d'octobre. Ensuite, il faut, autour de cette grande ligne ferroviaire, imaginer d'autres relations sur la mobilité entre territoires. Je vous donne un exemple simple. Peut-être qu'on pourrait améliorer les choses entre Montpellier et la mer. Je m'arrête là. Je vais du plus grand vers le plus petit. Le troisième pilier,
quatrième pilier, après la santé, le numérique et la mobilité, c'est le tourisme. Parce qu'aujourd'hui, les pouvoirs sont parcellisés. Les villes ont des offices de tourisme. 4 villes dans l'agglo, plus Montpellier. Dans la métropole, plus Montpellier. Et c'est la région qui a la compétence tourisme. Donc je suis en train de faire basculer à la métropole la compétence tourisme, pour qu'ils puissent agir sur des territoires cohérents, en relation avec le SRAT, le schéma régional d'aménagement durable du territoire. Parce qu'on ne peut pas parler de tourisme si on ne parle pas d'aménagement préalable. Il n'y a pas que le patrimoine pour le tourisme. Il y a beaucoup d'autres choses. Ça, c'est le quatrième pilier. Le cinquième pilier, c'est un pilier très original, qui n'existe qu'à Montpellier. C'est ce qu'on a appelé l'agroécologie alimentation. Nous sommes partis d'un principe, c'est que les terres de la métropole, voire plus tard du pôle métropolitain, doivent prévoir l'alimentation des populations dans les 50 ans à venir. Ce qui veut dire que l'entrée du schéma de cohérence territoriale, l'entrée du SCOT et donc des PLU, c'est pas forcément les grands équipements, c'est pas forcément les grandes structures vières, ça peut être aussi les terres fertiles, et l'agriculture, et la viticulture, et la production vivrière. C'est comme cela que nous allons rebâtir le SCOT de notre pays. Dernier pilier, c'est culture et enseignement supérieur. Culture parce que c'est un des piliers métropolitains de la ville, c'est un des axes majeurs de la politique de la ville, et je profite pour remercier tous les étudiants qui ont travaillé dans la magnifique exposition de la Panacée. Je ne les ai pas remerciés pensant que l'adjoint à la culture l'avait fait, mais je le joins à lui pour le faire en direct. La culture et puis l'enseignement supérieur, parce que l'enseignement supérieur n'est pas une compétence de la métropole, une compétence obligatoire, mais elle peut le devenir. Ça peut être une option. Et je ne vois pas comment, avec le plan campus, nous pourrions nous retirer de cette compétence-là. Et ce sont les régions, avec les universités, qui pilotent la politique de l'enseignement supérieur. Et bien, grâce à cette nouvelle compétence, nous pourrons intervenir dans l'IDEX et dans les pôles d'excellence. On se dote des outils utiles pour les citoyens et pour le territoire. Voilà les 6 piliers de la métropole de Montpellier. 6 piliers qui sont partagés par les 31 communes. 6 piliers qui sont partagés par les 30 agglomérations du pôle métropolitain. 6 piliers qui sont partagés enfin par la ville et par sa métropole de Toulouse. Tout ça, c'est du travail, c'est du temps qui m'a été facilité parce que, n'ayant pas, je dirais, d'affichage politique dogmatique, alors vous me direz, il manque dans ce que vous nous avez expliqué le volet citoyenneté. La loi ne prévoyait pas l'obligation de consulter les populations. Cependant, de nombreux maires m'ont demandé de le faire et nous l'avons fait. Je crois que la métropole de Montpellier a été un exemple de démocratie dans sa construction et dans sa phase de construction, si bien que de nombreuses métropoles en France nous demandent le pacte de confiance des maires et nous demandent la méthode que nous avons utilisée pour pouvoir convaincre les maires d'arriver à lâcher quelque part
la gouvernance de l'espace public et de l'urbanisme, ce qui n'est pas évident pour le maire. Nous l'avons fait aussi parce que nous sommes animés d'une autre façon de faire de la politique. Il ne faut pas voir dans le mot politique le mot politicien. Il faut voir seulement son origine grecque, polis, la ville. Nous avons construit la victoire sur Montpellier pour la première fois au XXe et XXIe siècle dans une grande ville en dehors des partis politiques. Ça ne veut pas dire que nous n'avions pas de tonalité politique. Ça veut dire que nous n'avions pas d'appartenance politique. C'est le cours des événements qui nous a conduits à cela. Mais nous avons profité de cela pour pousser plus loin le modèle politique de l'élection de Montpellier sur la création de la métropole et aujourd'hui sur la création du pôle métropolitain. Et cela a facilité grandement les accords que nous pouvons passer avec la ville de Toulouse et avec d'autres villes. Voilà globalement dressé la construction de cette métropole qui a utilisé la réforme territoriale pour transformer l'agglomération, mais qui, par le pôle métropolitain, replonge vers les communes et les petites intercommunalités, parce que il s'agit là de ce que moi j'appelle la République d'en bas. Je considère que notre République est malade et qu'il y a deux parties de cette République qui fonctionnent encore bien. Une bien et l'autre pas mal. Celle qui fonctionne très bien, c'est la République d'en bas, c'est la République des maires. Parce que les maires, dans les petites communes, ils gagnent 50 € par mois. Et ils sont corvéables à merci. Et ils connaissent tous les textes, toutes les lois, tous leurs droits et les devoirs des citoyens. Celle-là, elle marche de République. Elle fonctionne. Celle qui fonctionne aussi, c'est la gouvernance gouvernementale. Je ne dis pas dans ses options, je dis dans son fonctionnement. Parce que quand vous êtes ministre, vous vous penchez sur la France et vous voyez un hexagone et vous avez envie que les politiques publiques deviennent à peu près équitables pour tout l'hexagone. Mais entre les deux, c'est le why. Des députés hors sol, des listes régionales élues, on ne connaît même pas les élus. Comment voulez-vous que les gens s'y retrouvent? C'est pour ça que moi j'appelle à une 6e République, une nouvelle constitution. Et ça fera l'objet, à l'expérience de Montpellier. Ce que j'appelle sur la 6e République, ce n'est pas des incantations. Parce que si vous écoutez les politiques nationaux, du Parti Socialiste à l'UMP en passant par Robert Rue, ils vous disent tous, il faut faire de la politique autrement. Nous, on a la chance de l'avoir fait, de l'avoir expérimenté. Et bien, on va essayer de pousser cette expérimentation pour atteindre une réforme des institutions. Donc ça va loin, ça part de l'urbanisme, si vous voulez, et ça va sur le schéma général sociétal. Et tout ça se fait à la lumière de l'expérimentation et non pas sur les discours préformés ou préformatés. Voilà, monsieur le directeur, ce que je voulais vous dire sur le pôle métropolitain, sur la construction de la métropole de Montpellier, sur sa particularité. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous? Qu'est-ce que vous pouvez attendre d'une école d'architecture? Autrement dit, en quoi nos étudiants et nos enseignants peuvent apporter leur concours, dans le cadre évidemment de leur formation, pour pouvoir vous aider. Alors, je ne vais pas évidemment... je sais que vous avez une affection naturelle pour cet établissement, vous l'avez montré d'ailleurs, puisque vous avez déjà commencé à répondre en nous confiant une mission autour de la gare, et donc de ce point de vue-là, des enseignants qui sont là, et
Je pense à Emmanuel Debout, à Patrick Bouffard, j'ai vu par là, et à d'autres enseignants ont déjà répondu. Mais voilà, si vous avez la gentillesse de nous dire qu'est-ce qu'on peut nous faire dans notre action et par rapport à notre mission, évidemment, de formation des futurs architectes. Oui, d'abord, il y a l'exemple de la gare Saint-Roch de Montpellier, qui est un très bel exemple, un exemple en plus auquel je tiens particulièrement. Parce que lorsque le premier schéma de gare avait été fait par mon ami Jean-Marie Dutilleul, architecte des gares en France et dans le monde, Jean-Marie avait évalué un projet à 86 millions d'euros. Or, la région, l'État, la SNCF, RFF, l'agglomération, le département et la ville n'ont pas souhaité abonder la réfection de la gare Saint-Roch à cette hauteur-là. Le projet a été amputé et il a été porté à 52 millions d'euros, c'est-à-dire 30 millions d'euros en moins. Ces 30 millions d'euros étaient utilisés dans le projet initial pour couvrir les voies ferrées qui vont de la partie est de la nef jusqu'au pont de Latte. Ce qui aurait permis de faire une place urbaine magnifique au-dessus des voies, de reconstruire les bâtiments de la direction régionale de la SNCF et de se réapproprier cette césure qui existe de par la présence de la voie ferrée entre la place de la Comédie et la place Carnot, c'est-à-dire, vous savez, les voies ferrées au 19e ont coupé les villes en deux. Eh bien, cette grande dalle, cette grande place aurait pu être une couture urbaine extrêmement utilisable et je dirais opportune en termes d'usage. Malheureusement, les finances ne nous ont pas permis de le faire. Donc la première chose que j'ai faite le lendemain de mon élection, c'est d'appeler le directeur régional de la SNCF, parce que je l'avais en travers, et je lui ai dit, monsieur le directeur, il faut m'aider à couvrir les voies. Il a rassemblé autour de lui un certain nombre d'acteurs de la SNCF, de RFF, et il m'a proposé de travailler aussi avec vous, avec l'école d'architecture, avec les modules de bout, et aussi avec l'école des mines d'Alès qui travaille là-dessus sur ce projet. Si nous arrivons à le faire, eh bien nous aurons participé de façon collective à un travail qui me paraît tout à fait sensé et pas en dehors de l'urbanité. Ce n'est pas un acte d'héroïsme que de couvrir les voies, ce n'est pas un objet architectural clinquant, mais c'est rendre à la ville des usages piétons, pacifiés, au-dessus des voies ferrées, et réduire les coutures, recoudre la ville sur ces failles urbaines qui ont déterminé des quartiers plus paupérisés avec le centre-ville. Ensuite, quand on fait une métropole, on agrandit la ville. Il faut donc agrandir son cœur, son centre. Ainsi, ce projet me paraît frapper au coin du bon sens. Donc je compte sur tous. La deuxième chose, et j'en ai parlé avec Stéphanie Janin lorsque nous avons gagné les élections, et je l'avais mis en place avec vous, avec l'école d'architecture de Montpellier, lorsque j'étais adjoint à l'urbanisme, c'est de reprendre les concours jeunes architectes. Et d'ailleurs, nous avions plusieurs qui sont dans la salle, avaient travaillé sur des programmes avec des matériaux nouveaux, avec du bois, de la terre crue, en lisière des parcs, notamment sur Malbosc. Voilà, je crois qu'il faut reprendre cela pour donner... D'abord, il faut donner leur chance aux jeunes archis, parce que ça ne doit pas être toujours les mêmes archis qui travaillent à Montpellier. Voilà, ce sont les commandes que j'ai passées. Après, il faut un peu de temps. Vous savez, ça fait 10 mois que nous sommes en poste. Et en 10 mois, on a construit une métropole, un pôle métropolitain, on a obtenu French Tech, on a réalisé les 15 propositions pour la ville, on a fait la moitié de la 4e ligne de tramway, on a sauvé le parc local, on a sauvé le stade Hyper-Prévost, on a fait gratuit les frais de rentrée scolaire pour les enfants, et on a diminué l'abonnement des jeunes sur le tram de 50 €.
et j'en passe. Mais on n'a pas chômé. Donc, voilà comment je pense qu'on peut associer nos deux institutions par les concours des jeunes archives, qui peuvent à un moment ou à un autre travailler dans les ZAC, même sur le programme diffus, hein, pas seulement dans les ZAC, sur le diffus aussi, et puis par des projets sur lesquels ils peuvent s'exprimer, des projets d'envergure comme celui que vient en charge Emmanuel Debout sur la gare Saint-Roch. Alors concernant la concertation des citoyens de la métropole, je voulais juste savoir si vous pouviez nous indiquer quelle forme prend cette concertation et quels en sont les outils et les acteurs. Alors sur la concertation, nous avons à ce jour fait plus de 20 réunions de concertation. En fait, j'ai demandé aux adjoints de jamais proposer un projet sans concertation préalable. Que ce soit pour un trottoir, que ce soit pour une façade, que ce soit pour replanter des arbres, toujours une concertation préalable. Donc nous en sommes et généralement c'est moi qui préside les réunions, parce que j'adore ça. La dernière que j'ai eu l'honneur de présider, c'était sur les 3 acacias de la place Sainte-Anne. On aurait pu se passer de faire une réunion de concertation pour 3 acacias. Mais une ancienne place, avec du bâti ancien, avec des gabarits particuliers des immeubles, un espace public contraint. Eh bien, il y en a qui ont proposé des mûriers platanes, d'autres des albizia, et finalement, la grande majorité a opté pour les mimosas. C'est rien, c'est un petit détail, mais la ville, elle doit se construire de cette façon-là. Mais ça ne suffit pas. Il faut aussi que nous intégrions dans notre réflexion la politique de la ville, et notamment tous les conseils de quartier et les conseils citoyens. Sous l'ancien régime, celui qui nous a précédés, eh bien, les présidents de conseils de quartier, les présidents des conseils citoyens étaient nommés par le maire. Je suis revenu sur cette pratique. Les citoyens qui seront chargés d'animer les groupes de travail seront tirés au sort sur les listes électorales, de façon paritaire, autant d'hommes que de femmes, et avec un quota particulier de jeunes qui soient représentés. C'est la loi qui nous le demande. Et ils désigneront eux-mêmes leur président. Et j'ai interdit aux élus de participer aux réunions des conseils de quartier et des conseils citoyens. Parce que sinon, c'est plus de la citoyenneté. Réunion de concertation, conseil de quartier, conseil citoyen, mais aussi, il faut de grandes réunions de quartier annuelles. Donc j'ai organisé, elles sont déjà marquées sur le calendrier, des réunions publiques annuelles, où avec les élus, avec les membres de l'administration, on reçoit tous les citoyens qui veulent venir. Ils posent leurs questions, etc. Ensuite, nous avons tout le système Internet, Montpellier au quotidien pour les réponses rapides. Mais tout cela avait connu beaucoup d'années de désuétude. Donc il faut le temps de remettre tout ça en route et de créer les nouveaux outils dont je viens de vous parler. Mais pour nous, la politique de la ville, vous ne le savez peut-être pas, mais aujourd'hui, elle n'est pas exercée par la ville. Elle est exercée par la métropole, depuis le 1er janvier. C'est la loi qui demande ça. Donc c'est la première vice-présidente de la métropole qui est en charge de la politique de la ville. Notamment sur les quartiers prioritaires. Les 12 quartiers prioritaires, qui ont été recensés par la politique de la ville. Je dois dire que le diagnostic de territoire a été fait de façon très pertinente par les services de l'État. Quand il faut taper sur l'État, je ne suis pas le dernier. Mais là, il n'y a rien à dire. Bon, je viens de terminer mes études à l'École nationale d'architecture de Montpellier.
Et donc, continuer sur le, c'est pour continuer sur le thème de la citoyenneté. Donc j'ai eu à faire un stage au cours duquel j'ai pu consulter l'avis d'enquête d'utilité publique pour la modification du PLU. Donc la première question, c'est de savoir comment vous élisez l'enquêteur public, le commissaire à l'enquête publique. Et d'après ce que j'ai pu constater au cours du stage, 90% des modifications présentées sont faites, quoi. Alors que les associations, les citoyens posent des requêtes, mais la plupart des requêtes ne sont pas admises. Donc quelle est la part de la citoyenneté et de la démocratie dans les avis d'enquête d'utilité publique? Et après, la deuxième question, c'est qu'en est-il du projet de Montpellier 2040 entamé par Séti et Vigano, au cours duquel concernant lequel on a travaillé l'année passée pour notre PFE? Les enquêtes publiques qui se font autour des projets sont validées ou non par les citoyens qui s'expriment sur les registres d'enquête publique. Mais certaines propositions sont prises en compte et d'autres pas. La démocratie, c'est pas tout accepter. C'est accepter ce qui est d'intérêt général. Et l'intérêt général, le commissaire enquêteur est là pour en donner les grandes lignes. Ce qui est certain, c'est que les grandes villes comme Montpellier procèdent à une révision de leur PLU chaque 6 et 10 ans, entre 6 et 10 ans. Par contre, les modifications du PLU, elles sont annuelles. Chaque année, il y a des modifications qui traitent souvent de détails mineurs, mais pas seulement. Les grandes modifications dans les PLU des villes proviennent des révisions du PLU. Par exemple, un EBC, les espaces verts, vous ne pouvez pas les toucher en dehors des révisions. Les modifications ne sont pas suffisantes pour toucher l'implantation des espaces verts. Dans les commissaires enquêteurs, ils sont désignés, mais les commissaires enquêteurs, ce sont souvent des anciens magistrats. Ce sont des personnes qui ont une mission particulière et qui sont là pour transmettre ce qui leur paraît cohérent de ce qui ne l'est pas. Je vais vous donner un exemple. Lorsque l'avenue Nina Simone a été créée, nous l'avons mise en enquête publique. Eh bien, nous sommes tombés sur un commissaire enquêteur qui a modifié les plans de la ville pour nous proposer un trajet sinueux, on aurait dit une ligne de chemin de fer dans les Alpes. Vous voyez ? Ce qui empiétait sur un certain nombre de propriétés et ce qui n'était pas acceptable. Nous avons demandé à ce que l'enquête publique soit refaite et le commissaire enquêteur qui a été désigné et qui a conduit cette enquête publique a remis, je dirais, son avis a été, l'avis du premier a été cassé et ça a donné raison en partie à la politique de la ville, au service d'urbanisme de la ville, en partie, parce qu'il y a eu des modifications qui ont été demandées que nous avons apportées. Sur le projet Montpellier 2040, c'est qui Vigano? Je vais vous parler cash. Moi, je me serais appelé, et Bernard Dosséqui est décédé, donc je ne peux pas faire offense à sa mémoire. Vous savez, il y a des avocats qui n'acceptent pas tous les clients. Eh bien, moi, je me serais appelé Séqui et Vigano, je n'aurais jamais accepté de travailler sur le projet urbain de Montpellier, dans la mesure où le projet urbain de Montpellier ne concernait que le territoire de la ville intramuros et qu'il excluait de tout raisonnement
son agglomération. C'est la commande qui avait été faite. Alors après, oui, recycler la ville, oui, l'espace public, oui, la préservation de l'environnement, oui, la politique de l'eau. Mais attention, dans un grand territoire, avec des études sur les terres fertiles, la mobilité, et tout ce que je viens de décliner au travers des 6 piliers de la métropole. J'ai trouvé que le projet de Seki Vigano ne répondait pas à la question de Montpellier. Il répondait sur l'intramuros, mais certainement pas sur une vision de la ville dans un grand territoire. Et nous, le projet que nous avons porté aux élections municipales, il portait le nom de Montpellier Territoire. En fait, vous parlez de ville des proximités en parlant de Montpellier. Donc, je suis tout à fait d'accord avec ça, quand on reste dans le cœur de Montpellier. Sauf que, par exemple, si je veux venir jusqu'à l'école d'architecture, le service est tellement mal desservi que je mets 1h30 en transport commun, alors que si je vais en voiture, je mets un quart d'heure s'il n'y a pas de circulation. Donc je voudrais tout simplement savoir pourquoi les travaux ont été arrêtés, sachant qu'on devait être desservi à partir de 2017. Les travaux n'ont pas commencé réellement. 450 millions d'euros sans augmenter les impôts, je ne sais pas le faire. 36 millions qui avaient été proposés par l'État sur l'écotaxe, vous savez ce qu'elle est devenue, je ne vous fais pas le dessin. Sans subvention de la région, sans subvention du département, et avec des subventions de l'État qui fondent comme neige au soleil. Mais pourtant, vous parlez de lignes de train que vous voulez améliorer pour desservir différentes villes, alors que même au sein de la ville elle-même, il y a des difficultés. On a une nouvelle mairie, qu'on a fait de nouveaux aménagements, de nouveaux logements, et pourtant, la ville qui est déjà créée, avec ses petits villages isolés, n'est toujours pas desservie correctement. Il ne faut pas confondre les échelles. Quand on parle de TGV jusqu'à d'Espagne et jusqu'à Toulouse, on n'est pas sur la même échelle que lorsqu'on parle des transports interurbains et interagglomérations. Il ne s'agit pas des mêmes enveloppes. Oui, bien sûr. Il ne s'agit pas du tout des mêmes projets. Lorsque nous sommes arrivés à l'agglomération, force est de constater qu'il n'y avait pas un sou sur le projet de ligne de tram. Ça ne veut pas dire qu'on ne le fasse pas. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il est reporté jusqu'à meilleure fortune. Ça veut dire aussi que le tram, il ne passera pas dans le calme. Parce que le parc de l'EAI, le projet initial faisait passer dans le parc de l'EAI. Ça veut dire aussi qu'on peut utiliser. L'important, c'est que l'ensemble des populations auxquelles vous appartenez soient desservies. Peut-être qu'aujourd'hui, la meilleure méthode pour desservir, c'est peut-être plus le tram. Il peut y avoir aussi des transports en site propre, des bus à haut niveau de service, sur des segments, et peut-être le tram sur d'autres segments. Mais en tout cas, à ce jour, je suis incapable de construire la 5e ligne sans augmenter les impôts. Et je rappelle que la non-augmentation des impôts à l'agglo et à la ville a été votée à l'unanimité par tous les groupes politiques. Voilà donc. Et c'est là-dessus que nous avons passé un pacte avec les électeurs. Donc je ne sais pas faire. 450 millions d'euros, je ne sais pas faire la 5e ligne à ce jour. Ensuite, je pense, et c'est le problème de d'autres villes aussi, que le tram n'est plus peut-être le meilleur moyen d'investir les zones d'habitation et de les desservir, parce qu'il y a peut-être d'autres moyens moins onéreux. Et vous pensez à quoi en disant cela? Je pense à deux choses. Je pense à deux choses. Je vous l'ai dit, les transports en site propre. Et puis peut-être qu'il faut que nous accélérions nos projets tram-train. Mais pour cela, il faut avoir dans la tête l'aménagement en termes de mobilité
de ce que la région appelle la métropole en réseau, et qui est l'un des axes et l'une des orientations politiques que nous traitons au travers du contrat de plan État-région pour les années à venir. Voilà un peu l'esprit du truc. Et c'est pas parce qu'on a fait 3 lignes de tram qu'il faut en faire 20. Par contre, sur la Vérune, sur Saint-Jean-de-Védas, sur Pignan, sur Condon-Sec, sur Condon-Terral et sur tout l'ouest de l'agglomération montpelliéraine, ce qui est fondamental, c'est le contournement ouest. Parce que l'autoroute vient déverser son flux de façon permanente sur les villages et sur l'avenue de la Liberté, un peu plus, et sur la Paillade. Il manque le chaînon manquant de contournement de l'agglomération ouest, qui viendra rejoindre le doublement de la 9, l'actuelle A9, qui sera... Donc voilà, il y a toute une série de choses à faire. Et la ligne 5, aujourd'hui, elle est retardée. Et peut-être que le jour où elle se fera, elle sera mixte. Il y aura des morceaux de tram et des morceaux de bus, on verra. Et aujourd'hui, je ne suis pas capable de la financer. Donc j'aurais aimé avoir votre avis, en tout cas, selon vous, les communautés d'agglomération sont-elles pour vous l'échelle du territoire dont vous parlez tout à l'heure, étant donné qu'on ne peut pas organiser un territoire en se basant seulement sur le territoire d'une communauté d'agglomération sans faire attention à ce que se fait dans les autres agglomérations qui sont autour. Donc je pense par exemple à Molliot, à la Grande Motte qui sont tout près de nous. Et du coup je voulais savoir comment dans votre projet de territoire, ce que vous comptez faire là-dessus. La métropole de Montpellier, elle doit passer des conventions et des contrats avec les autres agglomérations et communautés de communes voisines. Mais sur la base du volontariat, du partenariat. Montpellier ne veut pas annexer. Parce que, vous savez, les grandes villes, elles sont attendues au tournant par le périurbain et par le rural. Chaque fois que le maire de Montpellier va dans un village, ça va que moi j'ai la double nationalité parce que ma mère est des villages. Donc c'est pas un souci. Ils savent, et en plus je suis respectueux et amoureux du centre-héros de la Garrigue et tout. Donc, ils me connaissent depuis 30 ans. Mais la fonction même de maire de Montpellier incite à la vigilance de la part des maires des autres communes. Ils ont peur de se faire absorber. Pour éviter cela, j'ai proposé le pôle métropolitain, c'est-à-dire cet assemblage d'agglomérations qui travaillent ensemble sur la base du partenariat et sur le partenariat uniquement. Je vous donne un exemple. Avec Nîmes Métropole, qui n'est pas une métropole, contrairement à ce que son nom indique, mais qui est une agglomération. Avec Nîmes Métropole, nous avons une convention d'objectifs croisés pour les gares de Manduel et la gare de la Vaugère. Ça veut dire qu'il y a un membre de l'agglomération de Montpellier qui siège dans le comité de pilotage de la gare de Manduel et inversement, un membre de l'agglomération de Nîmes qui siège dans le comité de pilotage de la gare de la Vaugère, avec un subventionnement d'1 million croisé de l'une et de l'autre, ce qui permet de lier les projets et d'être plus pertinent. Deuxième exemple, avec la ville de Sète et avec son agglomération, nous avons des partenariats culturels. Troisième exemple, avec la communauté d'agglomération du Vigan, nous avons créé des partenariats économiques pour que les agriculteurs, les producteurs du Vigan puissent avoir accessible le marché et la chalandise des Montpelliérains et des habitants de l'agglo de Montpellier. Il y a toute une série de partenariats déclinables sur toutes les gammes et sur toutes les thématiques. Encore faut-il que les gens se rencontrent, se parlent et se connaissent. Ce qui aujourd'hui, il n'y a aucune instance dans la République qui permet ça, sauf le pôle métropolitain. Avant, qui était chargé de ces cohésions-là?
eh bien c'était les conseillers généraux, qui avaient eux une élection, moi j'étais conseiller général, 18 ans. Donc pour moi le conseil général c'est pas fini pour moi. Je pense que le conseil général va durer, contrairement à ce que tout le monde dit. Parce que je ne sais pas qui aujourd'hui peut remplacer le conseil général. Je ne sais pas qui aujourd'hui peut assurer les collèges, le social. Qui va le faire? Parce que c'est un guichet, c'est beaucoup d'argent, beaucoup de personnel, et ça ne rapporte rien en termes politiques. Il n'y a pas de latitude politique. Donc ce sont les conseils généraux qui, à mon sens, vont garder l'usage de la solidarité. Sauf peut-être sur les territoires métropolitains, intramuros. Mais à l'extérieur, ils vont rester identiques. D'ailleurs, il y a des élections cantonales d'ici 3 semaines. Si on voulait faire disparaître les conseils généraux, pourquoi faire des élections? S'il y a des élections, c'est que quelque part, le législateur veut les conserver. Mais sur les histoires d'échelle, et pour répondre, je vais essayer d'être plus précis pour répondre à votre question. Parce que plus j'avance, et plus j'ai la conscience du territoire, et plus je m'aperçois que je ne sais même pas si la région est pertinente. Je ne sais même plus si la grande région est pertinente. Parce que si vous faites une grande agglomération, une grande métropole, avec un pôle métropolitain, qui sont vos interlocuteurs pour l'action publique? Il y en a 12 en France, des métropoles. Eh bien, c'est les citoyens, c'est les maires, la République d'en bas, et puis c'est le gouvernement. Vous n'avez pas besoin d'une région pour faire l'intermédiaire. Hein. Que se passe-t-il? La semaine dernière, le président de la République nous a invités, nous étions 12 autour de la table. Les 12 présidents de métropole. Et on a parlé en direct avec les ministres. On n'a pas besoin de la région. Ça pose des problèmes, vraiment. Je pense, moi, que je vais peut-être en choquer quelques-uns en disant ça, et je m'en excuse en préalable. Mais la réforme du conseiller territorial de Sarkozy était plus intelligente. Elle, en mêlant le conseiller général et le conseiller régional, en fabriquant le conseiller territorial, elle éliminait une couche du millefeuille, en gardant les prérogatives des collectivités, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Sur la réforme territoriale liée au département, et je vous prends l'exemple du département de l'Hérault. Le département de l'Hérault était composé de 49 cantons. L'État a dit on va réduire les cantons, on va les diviser en deux. Ils ont donc réduit en 25 cantons. Je ne vous dis pas les périmètres, surtout dans le rural, puisque c'est fait en fonction de la population. Il y a des périmètres qui regroupent des kilomètres carrés, là où il n'y a que des petits villages pour atteindre les 30 à 40 000 personnes. Donc c'est pas humain pour le candidat ou pour le conseiller général de se rendre dans toutes les communes, c'est impossible. Donc ils ont divisé en 25 cantons, mais ils ont dit il faut que les conseillers départementaux soient paritaires. Donc il faut que chaque fois il y ait un couple, un homme et une femme. Donc 25 cantons multipliés par 2, ça fait 50. Et au départ, il n'y en avait que 49. Expliquez-moi où se trouve l'économie. Ce n'est pas une réforme territoriale. Voilà. C'est de la politique. C'est de la politique comme on n'aime plus. C'est à cause de ça que se développent d'autres votes. Ça et autre chose. Pas que ça. Mais on ne peut pas faire des réformes pour dire on simplifie l'action publique, on simplifie le fonctionnement de la République et multiplier le nombre d'élus en prêchant le contraire. C'est pas possible. Parce qu'au bout d'un moment, les gens s'en aperçoivent, les Français ne sont pas comme eux. Il ne faut pas prendre les citoyens pour des ânes. Grosse erreur. Et surtout, je vais vous dire un truc,
Ça, je m'en suis aperçu au cours de toute ma vie politique, qui n'est pas immense, mais qui fait quand même 20 ans, puisque ça fait 4 mandats à la ville et 3 au Conseil général. Quand on fait du porte-à-porte, quand on fait du terrain, il faut y aller doucement, il faut respecter les gens. Parce que un regard, un mot, et c'est fini. C'est un art, la politique. C'est subtil. C'est poétique. C'est tout le contraire de ce qu'on voit sur les écrans.